la langue française veuille faire. Bon, de toute façon, c'est toi qui commenceras les interpellations. Donc, nous avons pour cet après-midi deux communications qui portent sur des locaux universitaires ou ex-universitaires, leur destinée, leur lien avec les mouvements étudiants, anciens, actuels, maintenus ou pas. Donc, on va aller d'abord à Toulouse et puis ensuite, nous irons à Saint-Pétersbourg, rétrograde Leningrad, suivant les moments. Mais c'est la même ville, hein, qui est bon, tout de même, qui change de nom. Voilà, voilà. Donc, Pauline Collet, on y va. Oui, donc moi je vais revenir sur un bâtiment spécifique assez connu à Toulouse, qui est le bâtiment qui se situe au 15 rue des Lois à Toulouse. Donc quand on passe devant, aujourd'hui c'est un bâtiment qui abrite le service interétablissement de coopération documentaire, donc qui fait le lien entre les différentes bibliothèques de l'université de Toulouse et qui permet d'accueillir le public étudiant. Juste avant cela, ce local, il abritait l'Université fédérale de Toulouse, qui a déménagé il y a quelques années pour rejoindre les anciens bâtiments de la faculté des sciences. Et pourtant, quand on passe devant cette rue, on peut lire une plaque qui est dans la brique toulousaine, comme vous le voyez ici, où dessus, il est écrit UNEF, Association Générale des Étudiants de Toulouse. Et au-dessus de la porte, on a écrit Foyer des étudiants 1943, ce qui témoigne d'un passé étudiant et militant à cet emplacement. Donc, mon objectif initialement, c'était d'étudier un peu l'histoire de ce bâtiment pour pouvoir voir la manière dont l'université pouvait reconnaître et institutionnaliser l'engagement étudiant à travers un bâtiment qui est situé alors, en plein centre-ville de Toulouse. Pour ceux qui connaissent pas la ville, là, vous voyez 3 étoiles jaunes. Donc, les deux plus hautes, en fait, c'est là où se situe le 15 rue des Lois et juste à côté, la faculté de droit. Alors, le droit y est toujours et les lettres et sciences humaines y étaient jusque la fin des années 60. Et donc, le 15 rue des Lois, on est vraiment à 3 minutes à pied de la place du Capitole. Donc, c'est un bâtiment extrêmement bien situé sur 2 étages. Le problème que j'ai rencontré dans cette communication, c'est que les archives sont très faibles, pour ne pas dire inexistantes, sur ce bâtiment. Et donc, en fait, cette communication, elle va principalement se baser sur des sources orales d'anciens militants de la JET qui ont connu ce bâtiment quand il était encore le local syndical. Et j'y reviendrai dans la conclusion, mais avec, pour moi, en tout cas après cette recherche, un intérêt très fort à poursuivre sur le fait de retrouver des archives de ce bâtiment de par le rôle qu'il a pu y jouer. Donc, pour mes propos, elles seront basées sur ces entretiens. Et pour les images que vous allez voir, c'est des images qui ont été mises à disposition sur le site AGET UNEF, principalement aussi par d'anciens militants que je remercie énormément, puisque ça permet d'appuyer les propos de ces anciens militants. Et par rapport à ce qui pouvait être dit ce matin, c'est assez intéressant de voir les formes que pouvait revêtir l'engagement étudiant à cette époque-là, puisqu'on est loin de ce qu'on peut s'imaginer comme engagement étudiant, et notamment quand on pense à ce que peut faire l'UNEF ces années-là ou les dernières années. Et donc, pour revenir très rapidement sur la localisation des universités toulousaines, donc là, vous voyez, donc je vous l'ai dit, les 2 étoiles jaunes les plus en haut, c'est là où se situe la faculté de droit et où est restée l'université de droit, même après l'éclatement des années 1950-1960. La faculté des lettres et sciences humaines s'installe juste à côté à la fin du 19e siècle, mais au moment où les étudiants vont fortement augmenter dans les années 60, elle va déménager dans le quartier du Mirail. C'est là, vous voyez sur la carte, l'université de Toulouse-Jean Jaurès, donc en périphérie de Toulouse, et on s'éloigne fortement du centre-ville, surtout avant que le métro n'y arrive. Et les facultés de sciences et de médecine s'installent, elles, au 19e siècle sur l'étoile jaune qui est un petit peu en dessous, ce qui se situe aujourd'hui dans le centre-ville de Toulouse, mais qui à l'époque était déjà un petit peu éloigné par rapport à la place du Capitole. Et aujourd'hui, l'Université des sciences, c'est l'Université de Toulouse 3 Paul Sabatier, que vous voyez aussi sur la carte, qui s'est installée dans les années 1950 dans le quartier de Rangueil. Et on va voir que ces déménagements, ils ont quand même un impact justement sur l'importance du 15 rue des Lois dans la vie étudiante et dans la vie de ces militants.
Peut-être juste un biais forcément qui va ressortir dans ce dont je vais vous parler, c'est que ce sont uniquement des entretiens d'anciens militants pour la majorité anciens dirigeants locaux de la JET, et donc forcément certaines choses n'ont pas pu être vérifiées par des archives papier. Donc tout ce que je veux dire se base sur ce qui a été dit par ces militants avec les biais que cela peut entraîner, et c'est une dizaine d'entretiens oraux et beaucoup d'écrits, que ce soit sur les réseaux sociaux, des échanges entre ces anciens militants des années 80-90, mais aussi sur des articles qui avaient pu être écrits à l'époque et qui m'ont été confiés par ces militants-là. Et donc, on va avoir des témoignages des années 1950, donc quand la faculté des lettres se situait encore en centre-ville, et la majorité des témoignages sont sur les années 80-90, donc là où la JET UNEF a été la plus importante au niveau de l'université de Toulouse, et au moment aussi de la perte de ce local, puisque l'UNEF va le perdre dans les années 1990. Sur la manière dont ce local a été confié à la JET, alors, beaucoup de militants en avaient entendu parler, sans aucune source écrite vérifiable sur ce sujet, et avaient entendu parler notamment que le local aurait été donné à la JET par Pétain, puisque à l'époque, la JET était proche du gouvernement de Vichy. La seule archive qu'on trouve autre que ces témoignages, enfin que j'ai trouvé autre que ces témoignages, c'est un article de la Dépêche du Midi de mars 1943 qui atteste que l'université avait acheté une maison au 15 rue des Lois en 1941 et avait fait construire un pavillon destiné initialement à recevoir le secrétariat et les services des œuvres universitaires ainsi qu'un foyer pour la JET. Mais au final, le conseil de l'université et le comité de patronage ont décidé de mettre le pavillon à la disposition de la JET qui l'inaugura en 1943. Alors, moi, ce que m'a assuré un ancien dirigeant qui a dirigé la JET dans les années 90, c'est que pour lui, effectivement, ce local aurait été donné sous Vichy en 1943 à la JET, mais dès fin 1944, début 1945, la JET a été dominée par les militants issus de la résistance qui ont donc conservé ce local et qui après l'ont utilisé pour l'activité syndicale jusque dans les années 90, et il avait été donné pas tant pour remercier la JET d'un certain rôle dans la collaboration, mais plutôt parce que c'était la seule association étudiante à l'époque qui existait sur l'Université de Toulouse et qu'elle avait une activité qui n'était ni politique ni syndicale, juste elle organisait la vie étudiante, et donc on lui avait donné un local pour le faire à proximité des facultés toulousaines à l'époque. Et plusieurs militants nous ont parlé d'un bail qui existerait à propos de ce local, qui aurait été signé donc en 1943 avec le Crous et le rectorat, disant que ce foyer-bar appartenait à la JET pour 99 ans. Mais au moment où on le verra dans les années 90, il y a eu toute une bataille pour conserver ce local. Jamais personne n'a réussi à remettre la main sur ce bail. Et c'est comme ça qu'il a été perdu. Quand j'interrogeais dans le cadre de ma thèse l'ancienne présidente de l'Université fédérale de Toulouse, qui, elle, dit juste que c'est un bâtiment qui appartenait à l'État et donc l'État l'attribuait plus ou moins à qui il voulait en fonction de l'activité qui s'y déroulait. Et donc la JET l'a perdu, on y reviendra parce qu'il n'y avait plus d'activité dans ce local, contrairement à une certaine période, mais je reviendrai sur la perte du local. Sur l'activité qui se déroulait dans ce bâtiment, on a une activité extrêmement variée. Alors, avec une description des locaux, là, c'est des photos qui ont été prises il y a 2 semaines. Donc, c'est le 15 rue des Lois tel qu'il est aujourd'hui. Sur ce qui s'y passait au début des années 1980, donc ça, les souvenirs des militants se rejoignent tous sur comment était fait le bâtiment. Et justement, ce qui était aussi assez impressionnant, c'est qu'on n'a aucune hésitation. Tous les militants se souvenaient très bien ce qui se situait à chaque étage, où étaient les différents services, etc. Et aucun n'a hésité sur comment était fait ce local. Donc, on avait une cave au sous-sol qui servait, je cite, pour les booms étudiantes et qui a été laissée à Radio Campus vers 1985-1986 avec, à l'époque, une radio qui était très politique et syndicale, notamment co-animée avec la CGT et des militants de la JET. Dans le hall, sur la gauche, au rez-de-chaussée, se trouvait le local de photocopieuse. Donc, vous voyez un extrait du guide de l'étudiant qui a permis pendant des années d'imprimer les thèses et les mémoires des étudiants toulousains notamment. Et donc, au rez-de-chaussée, on avait vraiment ce rôle d'accueil pour tous les étudiants, avec notamment le service photocopie. Au premier, on avait le secrétariat des services et du syndicat avec une permanence,
le foyer bar qui fonctionnait surtout entre midi et 2 et le soir. Et en plus de ce foyer bar, on avait un restaurant, donc le Clos Normand, qui était tenu et géré directement par la Jette UNEF et qui se trouvait sur une petite place juste à côté du 15 rue des Lois. Et les militants racontent que c'était notamment un endroit où venaient manger les étudiants, bien sûr, mais aussi les professeurs qui venaient à ce restaurant, puisque contrairement au restaurant universitaire, c'était un vrai restaurant, c'est-à-dire que les gens s'asseyaient sur des tables de 4 et le plat était servi au milieu avec de la cuisine traditionnelle française. Et donc, c'était une ambiance un peu différente du restaurant universitaire du Crous qui, lui, se trouvait à quelques pas du 15 rue des Lois également. Et enfin, au 3e étage, on trouvait là les bureaux étudiants qui servaient plus à la vie interne du syndicat, avec notamment un permanent comptable, un gestionnaire et les bureaux du syndicat. En 1983, et ce serait important dans la perte du local, un incendie criminel a détruit une grande partie du 2e étage. Les auteurs n'ont jamais été identifiés et les travaux qui auraient dû être faits suite à cet incendie n'ont jamais été faits, ce qui va conduire à la perte du local. Et voyez là la COP à Jette, donc qui se trouvait pas très loin du local, dans la rue des Lois également, et qui permettait d'acheter des choses assez variées, puisqu'on a des blouses de médecine, des collants, une paire de skis, et après des fournitures plus pour la vie universitaire d'un étudiant, avec là aussi des salariés. Et donc, au final, une activité financière quand même importante, avec un nombre de salariés à gérer pour une organisation étudiante qui était important. Et ce qui ressort, c'est que le 15, comme l'appelle l'ensemble des militants quand on en parle, était vraiment un lieu central d'accueil et d'information pour les étudiants, avec une importance particulière pour les étudiants étrangers. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les témoignages, en disant notamment que les étudiants étrangers qui arrivaient sur Toulouse, en fait, arrivaient au 15 rue des Lois, et c'est là qu'ils trouvaient les informations sur la vie universitaire toulousaine. Si on va un peu avant, donc dans les années 1950, donc le Clos Normand, le restaurant universitaire, existait déjà, était très prisé des étudiants de l'époque. La chose en plus qui existait, c'était le local de la mutuelle étudiante, qui se trouvait juste à proximité du 15 et qui permettait là aussi d'accueillir les étudiants avec là aussi des salariés qui dépendaient directement. Et on avait déjà une grande salle, alors qui s'appelait pas foyer bar à l'époque, mais qui accueillait un baby-foot, une table de ping-pong, et où les militants des années 1950 se souviennent de longues discussions, notamment sur la guerre d'Algérie. Et c'était vraiment un endroit où se rassemblaient pour eux des étudiants, y compris pas militants, mais qui juste venaient discuter de l'actualité et de ce qui se passait à Toulouse et plus globalement au niveau national et international, avec une différence quand même que eux notent, c'est qu'à l'époque, donc la faculté des lettres se situe encore en centre-ville, il y a beaucoup trop d'étudiants pour les locaux, et donc dans les facultés, dans les bâtiments des facultés, on a uniquement des salles de cours. Il n'y a aucun foyer étudiant, il n'y a pas de salle de travail, il n'y a pas toutes ces choses-là qui vont se développer quand les universités vont aller en périphérie. Et donc, en fait, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que les étudiants, quand ils ne voulaient pas aller dans une salle de cours, avaient le choix entre les bistrots du centre-ville, chez eux, ou le 15 rue des Lois. Et donc, on trouvait beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément militants politiques ou syndicaux, mais qui se retrouvaient là pour discuter avec d'autres étudiants. Je me souviens notamment, ça avait beaucoup marqué les militants d'un type qui vendait le monde dans les escaliers. Et notamment, un militant me racontait que c'est là qu'il a pris son premier abonnement au monde et que pour lui, c'est resté associé aussi à ce bâtiment-là. Le service de polycopier fonctionnait déjà très bien, à la grande surprise d'ailleurs d'un des militants de la Jette qui nous en parlait, puisqu'il expliquait que c'était quand même des étudiants de la Jette volontaires qui prenaient des notes pour les étudiants absents avant que ce service soit fait par les universités, et que les polycopiers étaient très mal rédigé et bourré d'erreurs, mais vu que ça permettait quand même de savoir un peu ce qui s'était dit dans le cours, ça se vendait extrêmement bien, et c'était un service qui était très apprécié des étudiants. Et ce local-là a permis, au-delà des activités de la Jette, d'héberger un certain nombre de comités. Au fil des années, il y a un comité antifasciste qui s'était créé suite à plusieurs attaques dans les années 1950 qui a été hébergé là. Le comité pour la défense de Jean-Philippe Casabonne dans les années 80-90 a aussi eu une salle spécifique au 15 rue des Lois. Et donc, c'était vraiment un local qui, de par son emplacement, faisait le lien aussi avec différentes formes d'engagement. C'était pas qu'un local
pour travailler syndicalement. C'était aussi un grand lieu de soirée étudiante, d'après ce qu'ont pu nous raconter les militants de l'époque, puisqu'il y avait même les voisins s'étaient plaints beaucoup du bruit au 15 rue des Lois, et un collectif s'était monté dans la rue des Lois pour se plaindre du bruit que faisaient les étudiants au 15 rue des Lois. Et effectivement, quand on en parle avec les militants, toute occasion était plutôt bonne pour aller au foyer bar faire une soirée, puisqu'on avait, alors ils nous ont cité pêle-mêle la rentrée, le Beaujolais nouveau, chaque fin de manifestation, tout ce qui se passait un peu à l'université de Toulouse était une occasion de se retrouver au 15 rue des Lois. Et sur les dernières années, donc pour les militants qui l'ont connu dans les années 1990, seule la radio fonctionnait encore. Le Clos Normand s'est arrêté, donc le restaurant s'est arrêté fin des années 80, 1987, 1988. On n'a pas eu de date très précise, mais en tout cas sur l'année universitaire 1987-1988, le service polycopier a été très vite dépassé par l'installation des Corep et tout le privé qui s'est installé en centre-ville de Toulouse, donc juste à côté. Et donc, dans les dernières années, Radio Campus est resté quasiment jusqu'au bout, mais le rez-de-chaussée faisait moins office d'accueil. On avait juste une salle de réunion et les archives, qui donc malheureusement n'ont pas été conservées au moment de la perte du local. Et au premier étage, on avait toujours cette grande salle avec bar, télévision, flipper. Et notamment, les militants s'en souviennent, puisque à la télévision étaient diffusés les grands événements internationaux. Par exemple, la libération de Mandela avait été diffusée au 15 rue des Lois avec, je cite, des étudiants jusqu'à dehors pour pouvoir partager ensemble ce moment. Donc, au-delà d'un local syndical, ça permettait aussi de rassembler les militants politiques et syndicaux de Toulouse. Et le deuxième étage, du coup, depuis 1983, n'était quasiment plus accessible, puisqu'une grande partie avait brûlé et était condamnée. Donc, il y avait quelques salles syndicales, mais vraiment très, très peu. Et si on remonte un peu dans le temps, on a cet article du Monde de 1971 sur lequel, malheureusement, je ne pourrais pas développer beaucoup plus que l'article, puisque aucun des anciens militants interrogés n'était là en 1971 pour m'en dire un peu plus. Mais on voit qu'en janvier 71, donc il évoque le 15 rue des Lois dans le cadre d'une attaque du siège de la Jette par une cinquantaine de militants maoïstes qui, faute de pouvoir rentrer dans l'immeuble où s'étaient réfugiés les militants, avaient tenté d'enfoncer la porte, puis avaient brisé des vitres et jeté des grenades fumigènes contre la façade. Mais même si aucun militant n'a pu confirmer cette bagarre-là en particulier, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'histoire du 15 rue des Lois, où en fait les militants de n'importe quelle génération sont capables de nous raconter plusieurs bagarres qui ont eu lieu un peu comme une fierté, il faut le dire, et notamment une en mai 68 qui aurait opposé les militants de la Jette au GUD et qui aurait laissé un trou dans la porte que visiblement chaque nouveau militant de la Jette allait voir en lui faisant raconter cette histoire de mai 68 et de la bagarre contre le GUD. Pour revoir un peu, alors ça rejoint ce que je viens de dire, mais un peu avec quelques images. Donc là, par exemple, c'est un dépliant. Alors, sur le site de la Jette-UNEF, il est juste précisé qu'il date vers la rentrée 1976. Donc, on n'a pas de date précise, mais on peut voir un peu tout ce que je viens de citer, donc notamment le Clos Normand. On voit la COP, le service polycopier. Donc, on voit un peu les différents services qui étaient proposés dans ce bâtiment. Dans le journal Toulouse Université, on peut voir aussi les différents services de l'UNEF, donc la COP à Jette. On a aussi des publicités pour d'autres vendeurs de la rue des Lois. Et ça, on va le retrouver dans tous les journaux Toulouse Université ou les guides de l'étudiant pendant plusieurs années. Là, on a un peu tout ce que faisait l'UNEF, donc le service logement, le service emploi, on a même l'aide sur les vacances, l'imprimerie, donc tout était détaillé, c'est de 1975. Donc là, toujours des conseils, loisirs, détente, culture, sport, toujours la pub pour le bar de la Jette, le moins cher de Toulouse, selon cette publicité. Donc là, c'est le guide de l'étudiant de 1981-1982. Donc on voit que les services fonctionnent encore. On a la COP, on a le service polycopier, ça c'est 1982-1983. Toujours le bar, alors on ne sait pas si c'est toujours le moins cher, mais en tout cas, c'est des prix étudiants et une ambiance sympa. Et donc, on a toujours le Clos Normand qui fonctionne, tout ça. Et dans le guide de 1982, on trouve... Alors, d'une part, on commence à voir apparaître des mentions spécifiques sur les sites, puisqu'à ce moment-là, l'Université de Toulouse est éclatée depuis quasiment 20 ans. Et donc là, on a par exemple l'IUT Ponsant avec l'activité
de l'UNEF, qui est plus d'ailleurs un appel à investir le local qui a été obtenu sur cette IUT. Mais on peut voir dans d'autres guides de l'étudiant les activités qui sont menées sur le site du Mirail, celles qui sont menées sur le site de Rangueil. Et on voit des informations que je ne suis pas sûre qu'on puisse retrouver dans les guides de l'étudiant actuels, mais sur où trouver des cigarettes le soir après 20h à Toulouse. Information importante pour les étudiants. Et si on va un peu plus loin, donc sur les guides de l'étudiant des années 90, donc le 15 rue des Lois appartient toujours à la Jette. Et donc, comme je vous le disais, on voit le Mirail, Rangueil et les différentes activités, mais surtout, on a une évolution sur le rôle du 15 rue des Lois. C'est une période où l'UNEF se bat pour conserver ce local. J'y reviendrai à la fin. Alors, je ne sais pas si on lit très bien, mais ce qui est écrit à la fin, c'est « La Jette UNEF se bat tous les jours pour le 15 contre le Crous, le rectorat, qui voudrait bien le voir transformé en bureau. Nous n'attendons que toi pour faire vivre ce lieu d'une autre culture. » Et en fait, la stratégie qui était faite à l'époque, c'était d'en faire un lieu culturel, donc avec toujours Radio Campus, mais aussi on voit qu'il y a l'accueil de photographes, de galeries, salles d'exposition, et donc de transformer un peu ce lieu pour pouvoir le garder et continuer à en faire ce qu'il souhaite. Et ce qui est assez paradoxal là-dedans, bon, là c'est pareil, on va le voir, c'est celui de 92-93, on retrouve exactement la même chose. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que moi, je l'ai découvert par les archives, mais aucun militant n'en a parlé spontanément de cette volonté de transformer le 15. Donc, ça pose la question d'une réelle volonté des militants là-dessus. Est-ce que c'était pas aussi une sorte de dernière chance pour conserver ce local symbolique, plus qu'une réelle volonté d'aller vers un centre culturel, alors que c'était avant tout un local syndical? Mais en tout cas, on voit se développer une activité de l'UNEF autre que le 15 rue des Lois, qui a été forcée par l'éclatement universitaire de Toulouse. Et par rapport aux filières dont on parlait ce matin, ce qui est intéressant, c'est que, alors moi, c'est pas le sujet sur lequel je me suis intéressée, vu que c'était vraiment relatif au 15 rue des Lois, mais les militants de l'époque insistent beaucoup sur le fait que, à l'époque, l'UNEF était présente en médecine, dans les IUT, qu'ils avaient des élus partout. Je crois qu'il n'y a pas un seul militant des années 80 qui ne m'a pas cité le fait qu'ils avaient été majoritaires à une élection en médecine. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'important pour eux de pouvoir dire qu'ils existaient dans des filières où, dans l'imaginaire collectif et même de façon concrète aujourd'hui, c'est pas là où le syndicalisme est le plus présent. Mais en tout cas, c'était une vraie fierté de pouvoir le dire. Peut-être pour... Avant de conclure sur la fin de ce local, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée dans cette recherche, alors c'est une recherche que j'ai fait complètement indépendamment de ma thèse, puisque je travaille sur le rôle des acteurs universitaires dans la construction des bâtiments, mais je ne traite que de bâtiments universitaires directs, si je peux dire. Le 15 rue des Lois fait pas du tout partie de ma thèse. C'était vraiment une curiosité à force de passer devant cette plaque où il y avait écrit UNEF sur un mur de Toulouse en plein centre-ville. Et ce qui a été intéressant, c'est que c'est des témoignages qui, quand on les écoute, ressortent beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a des personnes qui, au début, ont refusé de réaborder cette question du 15 rue des Lois, puis qui m'ont rappelé derrière que ça a duré très longtemps parce qu'en fait, ils avaient envie qu'on en parle et qu'on sache ce qui s'était passé dans ce bâtiment. Mais les souvenirs étaient tellement forts et la perte tellement dure encore aujourd'hui que pour certains, ça a été vraiment très, très compliqué de réexpliquer ce qu'était ce bâtiment. Et d'ailleurs, certains ont eu beaucoup de mal quand moi, je leur demandais, mais qu'est-ce qu'a représenté ce bâtiment pour vous? Et c'était compliqué à décrire par des mots. On a quand même des expressions. Donc déjà, pour beaucoup, c'était leur lieu de vie quotidien. Ils passaient plus de temps au 15 rue des Lois que chez eux ou que dans les salles de cours. Et chacun parle, on voit génération après génération que l'histoire se transmet. Par exemple, tous les militants qui n'ont pas connu le restaurant et l'imprimerie disent qu'on en parlait encore avec cette fameuse expression de grande époque de la Jette que tous ont cité dans chacun des entretiens. Beaucoup de nostalgie, tout le monde le dit, un regret pour ceux qui n'étaient plus là au moment de la bataille, pour garder le 15 rue des Lois, toujours se dire si on avait été plus présents, si les anciens étaient revenus aider, est-ce qu'on aurait pu aujourd'hui avoir encore ce local? Et donc, il y a toujours ça qui revient. Beaucoup, 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 beaucoup de regrets sur le manque d'archives, avec presque une culpabilité très forte des anciens militants là-dessus. Et notamment, ce qui est assez étonnant, c'est aussi que, y compris des personnes qui étaient lycéennes,
à l'époque, le considéraient vraiment, alors, on a eu le terme de petite bouffée d'oxygène, où les personnes allaient au 15 rue des Lois pour s'informer, notamment pendant le mouvement de Vaquet, savoir un peu tout ce qui se passait, écouter les différentes histoires. Et beaucoup le disent aussi que c'était un sentiment d'appartenance à la Jette, y compris par rapport au syndicat au niveau national, puisque c'était quand même assez incroyable, alors selon leur dire, en tout cas pour l'époque, qu'une section locale et un local aussi bien situé, en plein centre-ville, aussi grand, avec tout ce côté historique. Et donc, c'était vraiment une très grande fierté de la section de Toulouse. Et qu'en fait, personne ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce qui faisait que légalement la Jette avait le droit de faire tout ce qu'elle faisait dans ce local. Et c'est ce qui fait aussi que quand le local a été perdu, ça a été d'autant plus dur. Et dans les dernières années, pour finir là-dessus, parce que j'ai eu des entretiens avec des personnes qui n'ont pas connu le local ouvert. Donc, juste le local avait déjà été fermé quand elles sont arrivées à la Jette. Et ce qu'elles expliquent, c'est qu'en fait, à chaque soirée, il y avait un passage obligatoire devant le 15 rue des Lois avec un moment de recueillement où les anciens militants racontaient ce qui s'était passé dans ce local. Et y compris jusqu'à une période très, très récente, le passage devant le 15 rue des Lois était limite obligatoire. Donc, pour finir sur la fin du bâtiment, la plupart des militants interrogés m'ont dit, en tout cas, qu'ils n'avaient aucune idée de comment le bâtiment avait été perdu, que c'était quelque chose qui s'était fait à la fin des années 90. Et en fait, ce qui a été assez incroyable, c'est que chaque personne que j'interrogeais me renvoyait vers une autre parce qu'elle devait connaître comment il avait été perdu. Et ça l'a fait sur au moins 4 ou 5 personnes qui, à chaque fois, me renvoyaient vers une autre parce que non, elle n'était pas là, mais elle devait savoir, un tel devait savoir comment il avait été perdu, etc. En regroupant un peu les informations, ce qui ressort, en fait, c'est que c'était pour la plupart, en tout cas, une stratégie du Crous, du rectorat. Alors, personne ne sait trop, en fait, qui a fait cette stratégie, qui a décidé de la perte. Mais ce qui ressort, en tout cas, c'est le Crous et le rectorat, de laisser pourrir la situation, de ne pas faire les travaux après l'incendie de 1983, de ne jamais répondre aux demandes pour faire les travaux, ce qui fait qu'à un moment donné, le local s'est trouvé dans un état de délabrement très, très avancé, où certains m'ont dit, on savait que quand on faisait des soirées, c'était dangereux. On voyait que ça bougeait beaucoup trop pour ce que ça aurait dû bouger. En fait, le Crous et le rectorat ont commencé à faire des rendez-vous sur la question des locaux quand le rapport de force s'est inversé, quand la Jette était moins forte sur Toulouse, et notamment en termes d'investissement humain et financier. Il y a un moment où ils n'ont plus pu tenir, quand il n'y avait plus le service polycopier, quand il n'y avait plus le restaurant universitaire, ça a fait des pertes de revenus extrêmement importantes. Et après, en termes de nombre, puisque les universités étant éclatées sur Toulouse, il fallait des militants pour tenir tous les sites. Et donc, le 15 rue des Lois, qui n'était pas directement sur une université, n'était pas forcément la priorité pour y investir des gens. Et donc, vers 96-98, un dirigeant de l'époque se rappelle d'une réunion avec le Crous et le rectorat qui leur avait promis des travaux avec comme objectif de partager le local entre plusieurs associations, dont la Jette. Mais en fait, ça s'est jamais fait. Quelques années plus tard, un an plus tard, l'électricité a été coupée. Juste avant ou juste après, l'eau a été coupée. Et donc, en fait, c'est comme ça que les militants ont arrêté de venir et un jour, la porte était fermée. Alors, je cite comme c'est raconté par les militants. Et ça n'a pas empêché une mobilisation. Donc, on le voit dans les guides de l'étudiant et même des manifestations avec des banderoles aux fenêtres sur le 15 rue des Lois, mais ça n'a pas permis de conserver le local. Et après la perte du 15, une salle a été mise à disposition sur réservation pour la Jette au 56 rue du Thor, donc qui est la rue juste à côté, pour organiser les réunions, mais c'était pas tout à fait la même chose. Et pour conclure très très rapidement, je pense que c'est un travail de recherche qui m'a beaucoup intéressée, et en fait je pense que ça mériterait vraiment de faire de plus amples recherches justement pour retrouver des archives, parce qu'on peut voir aussi qu'y compris entre les témoignages des années 50 et des années 80, on a beaucoup de changements sur la manière dont est vu l'engagement étudiant, sur la manière dont ces personnes-là sont arrivées au 15 rue des Lois. Et en fait, le problème qu'on a là, c'est que déjà, c'est que des sources orales de militants. Et donc, forcément, c'est compliqué aussi de savoir ce qu'il en est réellement. Et par exemple, je pense qu'il aurait été intéressant, mais là, ça n'a pas été possible pour moi, mais d'avoir le point de vue de personnes qui étaient au Crous ou au rectorat, enfin, qui ont fait ces rendez-vous aussi du côté institutionnel à l'époque, et d'avoir pour elles un peu leur vision des choses, puisque moi, j'ai eu l'occasion d'en interroger dans le cadre de ma thèse de manière plus générale. Et en fait, il y a un flou
impressionnant, une méconnaissance sur comment ce local est passé de la Jette à l'université fédérale et comment ça a été fait. Et même les personnes de l'université fédérale ne semblaient pas forcément au courant. Par exemple, que la Jette était là 2 ans plus tôt quand elles ont pris ce local. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour et merci donc d'avoir aux organisatrices et aux organisateurs d'avoir retenu ma proposition. Parce que moi, je suis pas spécialiste des mobilisations, pas spécialiste de la jeunesse, pas spécialiste des mouvements sociaux, mais j'avais une curiosité personnelle et scientifique et un intérêt à venir aujourd'hui et demain pour écouter tout ce qui se dit à ces journées d'études pour nourrir justement mon analyse et m'aider à appréhender en fait un objet que j'ai croisé dans ma thèse. Un objet un peu curieux, il m'a semblé, et donc je voulais vous présenter pour ouvrir la discussion. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? C'est donc ce que j'ai appelé une révolution étudiante pour le palais de Tauride. C'est une définition des acteurs. Je vais y venir. Et c'est un objet donc à la fois périphérique et central, je dirais, des questionnements que j'avais pendant ma thèse, qui portait sur la formation de l'État depuis la chute de l'Union soviétique en Russie, et notamment par l'entrée de la formation de ses serviteurs dans les institutions de formation des cadres. Et alors périphérique parce que ma thèse portait donc sur le redéploiement de l'État en Russie depuis la fin de l'Union soviétique, mais central parce que c'est quand même un objet empirique qui, à mon sens, interroge directement la notion de pouvoir en tant que relation entre gouvernés et gouvernants, un objet qui interroge les relations entre l'État et la société, dans un contexte de fluidité politique lié à un changement de régime, ou en tout cas une situation de transition politique, pour le dire vite, parce que donc, ce que je vais vous raconter aujourd'hui se trame entre les années 92 et 94 à Saint-Pétersbourg, mais prend sa source dans la fin des années 80 en Union soviétique, et évidemment, il y a beaucoup de liens entre le contexte local et le contexte fédéral. Alors, pour rappel, l'Union soviétique disparaît définitivement le 8 décembre 91, mais la nouvelle constitution de la Russie post-soviétique est adoptée seulement en 93, fin 93, au terme d'un conflit ouvert, particulièrement violent entre le Parlement et le chef de l'État, le président de la Fédération, puisque je rentre pas dans les détails, mais quand même, on va jusqu'à faire tirer sur le Parlement où sont retranchés les députés, faisant plus de 200 morts. Donc, c'est une crise particulièrement violente. Donc, on est dans ce contexte-là, entre ces deux dates, si je puis dire. Et c'est aussi un objet donc assez difficile à appréhender parce qu'il est très peu documenté. En fait, c'est un objet qui a apparu à travers des entretiens avec des enquêtés, des anciens auditeurs et des anciens enseignants de l'école du parti de Leningrad, qui étaient toujours abordés sous l'angle très anecdotique, c'était pas intéressant, etc. Bon, c'est quelque chose d'assez ordinaire finalement dans une enquête en sciences sociales. Ça ressemble au Ross dont parle Howard Baker, par exemple. Voilà, on naturalise quelque chose qui est présenté comme inintéressant. Et alors, comment j'ai pu travailler dessus? J'ai quand même trouvé des sources, donc dans les journaux locaux, parfois quelques allusions. Le journal interne de l'ancienne école du parti de Leningrad, quand même, que j'ai pu un peu dépouiller. Des entretiens avec des anciens membres de l'école du parti de Leningrad et l'Institut politologique de Leningrad et du centre de cadre de Saint-Pétersbourg, j'y reviendrai, et des anciens enseignants. Et enfin, quand même, j'ai travaillé dans les archives qui sont les archives de l'ancienne Agence fédérale pour la politique des cadres, Roskadri, qui a existé de 91 à 94, qui avait en charge donc la redéfinition de la politique des cadres au niveau fédéral. Et donc, j'ai pu retrouver quand même des correspondances, etc., qui mentionnaient à chaque fois l'école. Mais voilà, c'est un travail un peu de puzzle avec les sources que j'ai pu croiser. Et donc, je m'interroge notamment sur le répertoire d'action de ces acteurs, la question des effets de leur mobilisation sur leur trajectoire, notamment dans leur rapport à l'institution et à l'État, puisqu'on attendait d'eux quand même qu'ils deviennent des serviteurs de l'État. Et puis la question aussi de la place des émotions dans l'action collective. Et je crois qu'en plus, ça permettrait de dialoguer parce que Pauline a parlé de nostalgie, par exemple. On va voir que c'est quelque chose qui est aussi assez présent, je trouve. Donc, voilà. Et puis enfin, l'objectif aussi de cet objet, enfin ce qui me semble intéressant dans cet objet, c'est de faire un sort au sens commun sur l'absence d'une société civile et la possibilité d'émergence des mouvements sociaux en Union soviétique et même dans la transition. Une attention aussi qu'on peut porter à des acteurs un peu particuliers pour aujourd'hui, parce que c'est des étudiants, mais c'est des étudiants auditeurs d'une institution de formation des serviteurs de l'État, pour certains qui avaient déjà une expérience professionnelle. Et enfin, une réflexion sur la fluidification donc de la conjoncture politique à la faveur de la désintegration la désagrégation de l'Union soviétique. Alors, je vais
procédé en 3 parties. Donc ça, je l'ai déjà un peu dit. Mais donc ça, c'était le contexte général de la thèse et les terrains régionaux. Et en fait, sur ces terrains, j'ai observé des modalités très différentes de transition des anciennes écoles du parti. J'ai fait que ces 4 terrains régionaux, mais en tout cas, à chaque fois, c'était des modalités différentes. Dans certains cas, l'école avait été carrément fermée, gardée par la milice locale. Dans d'autres, il y a eu une espèce de prise de pouvoir par des acteurs extérieurs de l'université voisine qui ont permis la continuité de l'institution, mais aux dépens de l'équipe qui était en place. Dans d'autres encore, l'équipe a carrément été reconduite à l'identique, comme à Novosibirsk, après la réouverture. Bon, bref. Et à Leningrad, donc, il y a un conflit entre la direction de l'établissement et la municipalité qui va donner lieu à cette révolution étudiante, à la mobilisation des auditeurs que je vous présente aujourd'hui. Alors, bon, ça, je suis un peu obligé d'y passer quand même pour que vous compreniez l'institution, mais en gros, dans mon travail, c'est parce que je me suis d'abord intéressé à une institution contemporaine, qui est l'Académie présidentielle, qui a été créée en 2010, qui est l'Académie russe de l'économie nationale et de l'administration publique, et qui se veut une sorte d'ENA de l'État russe contemporain. Et il se trouve qu'en fait, cette création institutionnelle, elle dissimule l'agrégation d'un grand nombre d'institutions de formation soviétiques et post-soviétiques, dont les anciennes écoles du Parti communiste de l'Union soviétique. Sachant que maintenant, cette académie présidentielle qui est à Moscou, elle a 50 filiales régionales qui, pour beaucoup, sont hébergées dans les anciens locaux des écoles du Parti communiste de l'Union soviétique. Et même, il y a sur certains terrains, je me fais des entretiens avec des enseignants, par exemple de politologie, là-bas c'est donc la science politique, qui sont des anciens enseignants, par exemple de la chaire de construction du parti, de l'école du parti. Donc voilà, il y a tout un travail sur les continuités à faire. Donc j'ai essayé de schématiser ça. Et à l'échelle d'une école, évidemment, c'est pas dans l'ordre, normalement. À l'échelle d'une école. Mince alors, où est-ce qu'elle est partie? Ah bah non, elle a sauté, désolé. Bon, eh ben à l'échelle d'une école, il y a aussi des reconfigurations dont je vais vous parler. Donc pour ce qui est du contexte dans lequel prend place cette mobilisation, il y a 2 choses que je voudrais vous présenter. C'est d'une part le lieu, qui est particulièrement signifiant et hautement symbolique, donc le palais de Tauride, mais aussi l'institution, l'école du parti. Pour ce qui est du lieu, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand même, il s'agit d'un palais immense, fastueux, qui a une histoire très particulière. Pareil, je rentre pas dans les détails, mais il est construit à la fin du XVIIIe siècle par l'ancien gouverneur de Tauride, donc l'ancien nom de la Crimée, et il devient une résidence impériale à partir de la mort de cet ancien gouverneur de Tauride à la fin du XVIIIe siècle. Donc c'est une ancienne résidence impériale et qui a ensuite dans la fin de la période impériale, a aussi un rôle symbolique très important, puisque Nicolas II le choisit pour héberger la première Douma, la première assemblée législative, après la révolution de 1905. Donc, et puis ensuite, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais bon voilà, j'avais résumé ça ici, j'aurais dû vous mettre la slide en même temps. Donc voilà, c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire, qui a une place très importante, et qui par ailleurs, ça c'est très important dans le contexte de la transition, revêt aussi simplement un enjeu purement matériel. C'est du patrimoine immobilier de l'ancienne école du parti, et ça vaut beaucoup d'argent dans une période où l'État et les dépenses publiques s'effondrent et où les établissements d'enseignement supérieur n'ont plus d'argent. Donc ça, c'est très important pour comprendre les effets de prédation et de captation liés au contexte de transition. Pareil, je détaille pas, mais je pourrais revenir si ça vous intéresse. Pour ce qui est de l'institution, cette institution, l'école du Parti Léningrad, et c'est une institution prestigieuse, bien sûr, c'est la plus importante école, la haute école régionale du parti à Léningrad, c'est la plus importante de l'Union soviétique. Le récit officiel de l'institution revendique même une filiation très ancienne, remontant à la période impériale, au lycée impérial de Tsarskoye Selo, qui a été fondé au début du XVIIIe siècle, en 1811, et avec le lycée Alexandre, donc qui formait les premiers serviteurs, qui était une des premières institutions de formation des serviteurs de l'État de l'Empire russe. Donc il joue, voilà, donc il y a une filiation qui est revendiquée, y compris aujourd'hui par la filiale de l'Académie présidentielle sur place. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir de 1944, l'école du parti emménage dans le palais de Tauride.
Et évidemment, le caractère exceptionnel du lieu va contribuer au prestige de l'institution et fait le lien en quelque sorte entre excellence de la formation du point de vue du parti dans le contexte où c'est le capital politique et l'étalon de valeur, pour le dire vite et raccroché aux analyses par exemple de Bernard Pudal sur le soviétisme. Et ce lien, par exemple, on le voit dans l'atmosphère très élitiste, les privilèges, comme j'avais par exemple, il y a une ancienne enseignante qui me disait qu'on allait à l'école du parti comme on allait au théâtre. Voilà, on prenait des chaussures qu'on mettait sur place, etc., des blouses, on s'habillait particulièrement, voilà, comme on allait au théâtre, quoi. Qu'on y trouvait un magasin de livres à un moment où c'était très difficile à trouver, où il y avait des produits de pénurie aussi qu'on pouvait trouver, qu'on trouvait pas ailleurs, donc tout un tas de privilèges associés. Donc voilà pour ce lieu. Et enfin, pour terminer de présenter cette institution, il faut savoir que la Haute École du Parti de Léningrad subit une première réorganisation de grande ampleur le 2 octobre 90, 6 mois après que le rôle dirigeant du parti était abrogé dans la Constitution, donc l'article 6 de la Constitution de 1977 de l'Union soviétique est abrogé, et alors l'ancienne école du Parti de Léningrad devient l'Institut politologique de Léningrad et acquiert le statut d'établissement d'enseignement supérieur, donc il y a une forme de normalisation. Il est placé sous la tutelle du comité d'État à l'éducation du peuple. Mais au-delà de ce changement, il y a aussi un changement en profondeur à l'intérieur de l'institution que j'ai pu voir dans d'autres écoles aussi, c'est des changements de chaires d'enseignement, notamment, par exemple, pour donner un exemple, les chaires d'histoire de la patrie, d'économie mondiale, de théorie des organisations politiques et de moyens d'information de masse remplacent celles d'histoire du Parti communiste, de mouvement international des travailleurs ou de construction du parti et de journalistique. Et dernière transformation qui nous intéresse, c'est que dès 91, nouvelle reconfiguration de l'institution qui devient un centre de cadre, le centre de cadre du Nord-Ouest, dans lequel va se jouer donc cette mobilisation, par la décision du gouvernement de la Fédération de Russie, qui prend la décision de maintenir l'institution au Palais de Tauride. Et donc, c'est dans ce cadre-là que va intervenir l'événement Gâchette, qui est la velléité du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, de faire main basse sur le Palais de Tauride, parce qu'il a d'autres projets pour ce palais. Donc, j'en viens à ma deuxième partie, donc l'événement Gâchette et les ressorts de la mobilisation, la confiscation du Palais de Tauride. Alors, la vie semble suivre son cours à l'été 92 au Palais de Tauride, puisque le centre de cadre du Nord-Ouest fait sa rentrée et accueille 315 auditeurs pour donc une nouvelle année une nouvelle session de formation. Mais assez rapidement, un conflit apparaît déjà, puisque la nouvelle équipe du centre de cadre s'est vue refuser par l'ancienne équipe du centre politologique la transmission des documents administratifs nécessaires à la bonne tenue de la rentrée. Et il se trouve que l'ancien donc recteur du centre politologique, Yuri Denisov, interdit en fait la communication de tout document au personnel du centre de cadre, puisqu'il est mécontent de la transition. Et dans ce contexte, dans ce conflit, il est soutenu, Yuri Denisov, par le maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Et on comprend assez vite que, en fait, Anatoly Sobchak soutient l'ancien directeur de l'Institut politologique parce que lui-même, en fait, avait un moment visé de prendre la tête de l'ancienne école du Parti de Léningrad. N'ayant pas pu faire ça parce que le collectif des enseignants s'y était opposé, il a d'autres projets pour le Palais de Tauride, et notamment de créer un établissement d'enseignement supérieur municipal, donc sous la responsabilité de la mairie, enfin de la municipalité, intégrant le centre de cadre. Mais l'objectif, c'est vraiment de récupérer le patrimoine immobilier, de récupérer l'institution au profit d'un établissement municipal, à un moment où la politique des cadres est encore une prérogative fédérale, et en l'occurrence l'apanage d'une agence gouvernementale, donc sur laquelle j'ai travaillé, l'agence Roskadri, l'agence pour la politique des cadres. Donc là, il y a aussi un jeu entre les échelles de gouvernement. Dans un premier temps, le gouvernement fédéral apporte son soutien au centre de cadre en lui garantissant notamment d'assurer son financement à partir de 93. Mais à la fin de l'année 92, il y a une nouvelle offensive du pouvoir local emmenée par Anatoly Sobchak, donc le maire de Saint-Pétersbourg, qui par ailleurs est professeur de droit à l'université d'État de Leningrad,
qui, et je ne l'ai pas précisé, pardon, à ce moment-là, dans la configuration, à ce moment-là, c'est quelqu'un de très puissant puisque c'est le premier maire élu démocratiquement de Saint-Pétersbourg. Hein, donc et c'est un ancien proche de Boris Yeltsin qui est au pouvoir. Donc voilà, c'est une figure libérale locale très 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 importante, y compris aussi nationale, fédérale. Donc Anastasia Sobchak obtient finalement de la part du pouvoir fédéral qu'une ordonnance de Boris Yeltsin, du président de la Fédération, acte l'installation de l'Assemblée interparlementaire des États de la communauté des États indépendants dans le palais de Tauride. Et sachant que dans cette ordonnance, il n'est fait à aucun moment mention du centre de cadre. Donc en gros, non content d'avoir pu faire main basse sur le palais de Tauride, il obtient au moins qu'on y installe autre chose. Et effectivement, donc, l'article 2 de l'ordonnance, et surtout, il obtient que l'article 2 de l'ordonnance confie à la mairie de Saint-Pétersbourg, je cite, dans un délai d'1 semaine, le soin de régler la question du déménagement des bâtiments concernés. Mais on ne mentionne pas le centre de cadre. Voilà, simplement, il faut faire de la place. Et donc là, à ce moment-là, il y a vraiment un conflit ouvert entre le collectif enseignant qui a empêché, je dirais, la prise de pouvoir par Anastasia Sobchak, au sein de cet ancien établissement du parti, et l'équipe enseignante, et c'est là qu'entrent en jeu les étudiants. Oui, je passe sur les autres arbitrages avec le pouvoir fédéral parce que je voudrais aller au cœur du sujet, sur la mobilisation. Donc, je passe à ma troisième partie sur la mobilisation et cette fameuse révolution étudiante. Donc ça, il y a deux ressorts principaux à cette mobilisation. D'abord, le récit partisan des événements et du conflit que fait la direction de l'établissement auprès des étudiants, qui va contribuer à un large soutien et même à mobiliser les auditeurs du centre de cadre, comme on peut le voir dans mon dernier extrait d'entretien. Il y a même une forme d'instrumentalisation des auditeurs du centre de cadre, puisque les enseignants, eux, ne se mobilisent pas proprement dit, c'est-à-dire qu'en tout cas, ils ne se mettent pas en avant. Et ça a été justifié par un ancien enseignant qui m'a dit que les enseignants ont des familles à nourrir et que les étudiants, eux, peuvent se permettre de ne pas manger et donc de se mobiliser. Et les enseignants, eux, peuvent pas faire grève. Les étudiants, eux, en revanche, se mobilisent et recourent à des actions radicales. Des étudiants font des grèves de la faim jusqu'à épuisement. Certains sont allés, finissent même en soins suite à ces grèves de la faim. Et les enseignants, eux, s'en tiennent à un rôle de conseil, d'accompagnement et donc, pour certains, même d'instrumentalisation de cette mobilisation. Ils adoptent des positions plus souples vis-à-vis de l'assiduité et de la discipline pour permettre aux auditeurs du centre de cadre de se mobiliser. Et voilà, là, il y a une lecture rétrospective des événements qui est assez clivée. Certains considèrent que la direction a été toujours transparente, a fourni des informations qui ont permis aux auditeurs de se mobiliser. Certains considèrent que derrière cette transparence, il y avait une stratégie politique d'instrumentalisation du contingent des auditeurs à qui on a dit, vous allez vous retrouver à la rue, tout ce qu'on vous a promis sur ce nouvel établissement, la gestion publique pour la Russie de demain, s'évanouit. Une centaine d'étudiants prend part activement au mouvement, ce qui représente le quart du contingent des deux promotions qui étudient alors dans les murs. Et ils sont rejoints épisodiquement par une partie du contingent étudiant. Mais ce contingent va s'accroître à partir de la confrontation avec les forces de l'ordre. Puisque les étudiants sont confrontés à l'intervention policière dans les dortoirs, qui sont aussi dans le palais de Tauride. Et ça va conditionner encore le recours à des modes d'action radicaux. Donc, comme on peut le voir, par exemple, avec voilà, cet extrait d'entretien donc d'un ancien auditeur du centre de cadre qui explique qu'un jour est arrivée la 9e direction du KGB qui était en charge du maintien de l'ordre dans les locaux et les propriétés qui dépendent du gouvernement. Ils sont arrivés sous le regard médusé de la foule des étudiants. C'était complètement fou, on n'y comprenait rien du tout. Et ils commencent à procéder à notre expulsion. Sauf que comme ils n'avaient nulle part où nous évacuer, physiquement, cela a suscité l'émoi et l'inquiétude des étudiants. Tu es dans ton dortoir et puis tu te retrouves face à un idiot d'aumône avec une mitraillette. Bon, c'est super. Alors, les aumônes, ce sont les policiers anti-émeutes qui dépendent du gouvernement. Sachant que cette intervention, elle intervient dans un contexte très particulier où
le palais de Tauride devient une sorte de champ de bataille entre les forces qui s'opposent. Et ça, c'est résumé par un des protagonistes qui m'expliquait qu'il y avait à ce moment-là, pour accéder à son dortoir, 5 postes de contrôle à passer. Puisque chaque, en fait, force de l'ordre représentant un acteur et un niveau de gouvernement différent avait tenté de prendre en charge la sécurité du bâtiment et en fait aussi prendre possession. C'est des lieux de territoire, en fait, aussi bureaucratiques qui se jouent très physiquement, très concrètement. Et donc, il fallait passer d'abord le poste de l'Assemblée interparlementaire gérée par la 9e direction du KGB, donc la nouvelle institution qui prend place dans le palais de Tauride alors même que, du coup, les activités du centre de cadre sont reléguées dans les ailes. Ensuite, il fallait passer le poste de la milice locale, le poste des hommes, donc les policiers anti-émeutes, le poste de contrôle des dortoirs, qui, lui, existait toujours, qui était en fait un peu une sorte de conciergerie, quoi. Et enfin, le poste de la résistance étudiante, puisque le mouvement étudiant lui-même met en place un contrôle aussi pour vérifier qui cherche à accéder au dortoir, parce que là se met en place un mouvement. Ils occupent officiellement, illégalement les dortoirs, donc ils avaient très peur aussi des incursions extérieures. Par la suite, donc je voudrais vous parler de la structuration de la mobilisation et la mise en place du comité de défense du palais de Tauride qui va donc communiquer autour de cette fameuse révolution étudiante. Alors, ce comité du palais de Tauride, s'il avait été dans l'ordre, ça aurait été quand même mieux. Ce comité du palais de Tauride, c'est une organisation informelle, sans statut, enfin informelle, on va voir, sans statut ni représentants légaux, mais qui en fait visait à donner un nom à la contestation, à la mobilisation, notamment vis-à-vis de l'extérieur et dans la communication avec les pouvoirs publics. Et donc là, j'ai retrouvé donc dans un journal local un communiqué de presse. Donc là, c'est intéressant de voir aussi les savoir-faire professionnels qui sont mobilisés au service de la mobilisation des auditeurs sur la révolution. Et donc, ils communiquent sur cette révolution étudiante. Et en bas, là, ce que j'ai entouré en rouge, c'est donc la signature, comité étudiant de défense du palais de Tauride et un numéro de contact. Donc, je vous ai mis quand même, je n'ai pas le temps peut-être de tout vous présenter, mais je vous ai mis quelques extraits du communiqué, donc qui s'en prend nommément personnellement à Anatoly Sobchak, qui est identifié comme l'adversaire politique. Et il y a quelques passages assez intéressants. Donc, Anatoly Alexandrovitch, c'est Sobchak, a fait semblant d'oublier que le palais de Tauride abrite un établissement d'enseignement supérieur du gouvernement russe dont il connaît en fait très bien l'existence. Il rappelle donc qu'ils occupent illégalement les locaux. Ils s'en prennent aussi à ce notable local qui préfère aller faire des conférences à la Sorbonne en tant que professeur de droit, en tant que maire de Saint-Pétersbourg, plutôt que de s'occuper en fait de ce qui se passe dans sa ville. Il y a aussi tout un discours sur d'identification à la jeunesse sacrifiée, la jeunesse trahie par les bureaucrates, par l'élite de l'État. Donc, vous voyez là, on parle d'arbitraire bureaucratique qui s'en prend donc à ces étudiants. Donc, ce comité, il sert surtout à communiquer. Puis, il y a d'autres stratégies qui sont mobilisées, notamment une action qui vise à se rendre à Moscou pour mobiliser autour de la cause et là c'est une tentative donc au-delà de la médiatisation du conflit de construction d'une cause fédérale au-delà de la cause locale de Saint-Pétersbourg et donc les auditeurs du centre de cadre et les membres du comité de défense du palais de Tauride vont se rendre dans les autres centres de cadre pour mobiliser. Ils vont organiser des manifestations à Moscou, notamment dans le quartier de Kitaïgorod, donc à proximité du pouvoir, à proximité du Kremlin, etc., etc. J'en viens au règlement du conflit par le haut pour traiter rapidement des conséquences de la mobilisation sur les trajectoires. Finalement, ce conflit se règle donc par le haut parce qu'à l'approche de l'été 93, l'administration présidentielle crée d'abord une commission spéciale qui se rend à Saint-Pétersbourg pour tâcher de résoudre le conflit en lien avec l'agence Roskadri. Je rentre pas dans les détails. Et en fait, cette commission accuse la direction du centre de cadre, donc prend le parti plutôt du maire,
Sobchak, l'accuse de s'être opposée à toute proposition de règlement du conflit constructive. Elle est pointée du doigt comme responsable des actions de protestation menées à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Donc là, c'est la thèse de l'instrumentalisation qui est choisie. Et le directeur de l'époque, Tieplov, comprend que s'il se maintient, c'est la fin de l'institution, et donc il décide de démissionner et de laisser la place à un collègue qui fait davantage consensus, qui a, disons, qui s'est beaucoup moins exposé pendant le conflit et qui apparaît comme une figure politiquement neutre, qui permettra de sauver l'institution, mais aux dépens clairement de la mobilisation des auditeurs, qui elle est totalement, je vais dire, ignorée dans cette résolution des conflits, puisqu'ils sont pas du tout consultés, associés, absolument pas, et donc cette mobilisation, elle se poursuit, mais elle s'essouffle, mais il y a quand même des grèves de la faim qui continuent, etc. Et seulement, la mobilisation étudiante devient, alors qu'elle était soutenue par le collectif enseignant, et bien le collectif enseignant, lui, se range à la solution proposée par le pouvoir fédéral, et les étudiants, très vite, sont vus donc comme des radicaux qui continuent la mobilisation, une mobilisation sans cause, alors que la cause est toujours là. Certains étudiants décrits donc comme les plus radicalisés poursuivent leur action. Ce qui est intéressant en dernier lieu, donc, c'est ce qui se joue du point de vue des trajectoires et de la perception par ces étudiants qui étaient amenés à devenir des serviteurs de l'État, du monde politique, aussi de leur mission au service de l'État. Et il y a donc chez beaucoup de mes enquêtés, enfin chez beaucoup de ces individus, une rupture très nette. On a aussi, du point de vue de la direction, cherché à aussi casser les solidarités qui étaient nées de la mobilisation. Donc après l'intégration des nouveaux bâtiments, les meneurs, etc., sont répartis dans des dans des groupes différents qui, en plus, parce qu'on n'a pas trouvé les locaux équivalents, sont sur des sites différents, etc. Donc, voilà. Mais je voulais terminer simplement là-dessus. Donc, par exemple, un des anciens auditeurs mobilisés qui explique cette trahison, et il y a à la fois la trahison vis-à-vis, donc, comme ils le disent, de cet acharnement bureaucratique de l'État fédéral, mais aussi la trahison, en fait, de cet établissement auquel pour lesquels ils estiment s'être mobilisés, s'être battus, et qui finalement les a lui aussi trahis. Et donc là, il y a vraiment, enfin voilà, j'ai essayé de travailler sur les bifurcations que ça a occasionné, et le fait qu'un grand nombre de ces promotions ne sont pas du tout allées travailler au service de l'État, mais qu'on les trouve plutôt en tant que polytechnologues indépendants dans des entreprises privées. Ils sont plutôt dans le conseil. Polytechnologue, ça désigne toutes les technologies en fait liées à l'apparition de la démocratie en Russie. Voilà, j'ai été un petit peu rapide sur la fin, mais parce que j'ai été trop long, donc on en rediscutera après. Merci, ça met l'eau à la bouche. Voilà, tu approches le micro de Frances. Une question. On peut encore. Oh, bah, ça va, non, si je parle fort, c'est bon. Non, ouais. Eh ben, merci. Du coup, peut-être j'essaye de poser des questions qui peuvent vous intéresser tous les deux dans la mesure du possible. C'est pas forcément évident. En fait, moi, du coup, je participe à une coopérative qui fait de l'étude et de la recherche sur les questions de jeunesse et qui s'intéresse, qui travaille toujours dans des bâtiments vacants depuis une dizaine d'années. Du coup, il y a plein de questions que ça me pose par rapport aux usages actuels. Donc, en fait, déjà, ça me pose aussi des questions sur les usages des bâtiments dans les universités actuellement. Et du coup, déjà, je me posais la question un peu, en tout cas pour la première présentation, de comment toutes ces activités elles étaient financées. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y a des données là-dessus? Et puis, est-ce que c'était plutôt des logiques de financement autonome, ou est-ce qu'il y avait, et comment ça a évolué? Et notamment, est-ce que ce virage un peu entre des engagements plus politiques ou de défense des étudiants ou de politique au sens de l'engagement dans la société, est-ce qu'il y a ce virage avec plutôt davantage d'activités tournées autour des initiatives étudiantes avec les radiocampus ou d'autres? Est-ce que ça a joué? Est-ce qu'il y a des modèles de financement public aussi qui sont intervenus parfois? Et bon, vu que tu as parlé un peu des enjeux de financement au début aussi, je crois, je sais pas, par exemple, il y a aussi la question des loyers. Est-ce que quelqu'un, à qui appartenait, qui payait ce bâtiment, en fait? Est-ce que c'était
public ou est-ce que c'était les occupants? Et après, donc ça, c'est une question, je pense, qui est intéressante pour, notamment pour l'actuel, parce que je me dis, par exemple, alors, moi, du coup, je viens de Rennes et à Rennes 2, il y a un bâtiment universitaire autour des initiatives étudiantes depuis longtemps, où il y a aussi des initiatives publiques, enfin des services publics dedans. Mais du coup, là, il y a un nouveau bâtiment qui est plus autour de l'économie sociale aussi. Et donc, enfin, il y a il y a un nouveau virage aussi qui se fait à ce niveau-là. Et il y a plein d'enjeux autour du financement de tout ça. Et du coup, les deuxièmes questions un peu que je me pose, c'est comment c'est revendiqué aujourd'hui ces bâtiments-là? Est-ce qu'il y a, enfin alors pareil, notamment pour Toulouse, est-ce qu'il y a toujours une revendication de l'usage de ce local par les étudiants? Ou est-ce qu'il y aurait un intérêt à ce qu'il y en ait davantage? Et pour la suite, est-ce qu'il a vocation à être conservé par l'université ou est-ce qu'il pourrait être utilisé pour autre chose? Je ne sais pas, détruit même. Qu'est-ce que ça provoquerait? Des malaises. Et après, pour le palais de Tauride, je ne sais pas si ces questions elles se posent aussi sur les usages actuels. Je sais pas, c'est déjà deux grandes questions. Oui, alors c'est intéressant parce que au départ, les deux communications sont, oui, elles portent sur des bâtiments, mais enfin, c'est un peu différent. Mais finalement, en écoutant, bon, c'est pour ça que c'est important de pas simplement les papiers, les résumés et d'écouter, permet de réfléchir. On est à des... oui, c'est que... Voilà. Bon. C'est en fait, dans les deux cas de figure, on est à des moments de redistribution, de rapport de force entre groupes sociaux, entre protagonistes, où, en gros, chacun va essayer de récupérer, de prendre, de conserver un bien dont il a l'usage ou dont il n'a plus l'usage et voudra le reprendre. Et on a, mais du point de vue du répertoire d'action collective, un peu si je prends les deux moments, enfin Toulouse, c'est sur la longue durée. Hein. Bon, on a en fait une confrontation très institutionnelle. Et on a effectivement à Saint-Pétersbourg, on a une confrontation, y compris violente. Bon, c'est pas la défense. Bon, là, avec la défense d'un local, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait un local étudiant. Alors donc, c'est intéressant. Pourquoi? Parce il y a tout de même quelque chose qu'on retrouve partout. C'est la question de la propriété sociale. C'est-à-dire qu'on a, dans les deux cas de figure, des bâtiments qui sont propriété juridique d'institutions publiques, État, mairie, région, mais qui sont occupés par les usagers. Et bon, il y avait Paul Boucher nous racontait qu'en 46, 45, 46, quand ils rouvrent le restaurant étudiant, il dit on était gonflés, on a mis une plaque, ce restaurant est propriété étudiante. Et en nous disant, ça n'avait aucun fondement juridique, mais on a dit, c'est nous qui l'avons construit, c'est à nous. Et comme vous le savez, Boucher était un juriste. Il a beaucoup d'innovations. C'était une de ses premières inventions innovatrices. Et donc, là, c'est vrai qu'on a des propriétés pour quoi faire, de lancer. C'est vrai qu'à Tauride, c'est de l'enseignement. C'est pas un bâtiment étudiant en tant que tel pour la vie étudiante, mais bon, on a tout de même l'étudiant ont un intérêt à ça. Et d'un autre côté, on a effectivement en France ces maisons de l'étudiant, etc., qui sont des lieux de sociabilité. Alors, alors intéressant aussi, c'est la transmission de la mémoire. Bon, je connais un peu l'affaire de Toulouse à la Libération, parce que j'ai notamment eu au téléphone le pauvre Borner, qui a été épuré de l'UNEF à la Libération par le Congrès de 1944,
et que j'ai eu quelques décennies plus tard au téléphone, à qui j'ai épargné, d'ailleurs, je ne l'ai pas informé qu'il était épuré. Et en discutant avec lui et avec Rostini, vieux résistant, Toulouse n'a jamais été collabo. Le président de Toulouse était un résistant. Il part en filant les clés à Borner, qui est un patriote, mais qui n'est pas un résistant. Mais ce n'est pas un collabo. Il a choisi d'aller à Toulouse parce qu'il venait de Strasbourg. Pour pas aller à Clermont, il a dit, je vais en zone française, je ne vais pas en zone occupée. Donc, c'est marrant comment l'histoire se transmet. Sauf qu'évidemment, c'est inconnu parce que ce qui est resté, c'est l'histoire officielle de l'épuration à Toulouse. Bon, donc, je mets de côté, mais c'est intéressant la manière dont les histoires se transmettent. Alors, ouais. Donc, et je finis sur les sources. C'est à mettre en lien. Alors, c'est vrai qu'après, tout à mettre en lien. L'attaque du 21 janvier 71 à Toulouse, c'est effectivement des Maos qui attaquent un local tenu par l'UNEF, la branche communiste. Bon, ah oui. Bon, et quand on parle, quand on parle de la jette, c'est ça. Hein. Voilà, enfin, entre guillemets, hein, bon, faut aller, dite solidarité. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont à mettre en lien. Bon. Alors, c'est vrai qu'après, la question des archives, hein, il y a la presse. Moi, je croyais que c'était avant la rue des Lois. Je ne sais pas s'ils avaient eu la municipalité, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu, et je conclue là, le même phénomène à Paris. En 41, les œuvres, on donne, prennent le boulevard, en 40, le boulevard Saint-Michel, la place Saint-Michel, ou imprimé de tracts du 11 novembre. En 44, il y a un échange où finalement les œuvres Futur Crous louent la rue Soufflot, que finalement les Crous vont reprendre parce que les loyers sont pas payés, mais partout il y a ces choses-là, c'est-à-dire que les œuvres, l'État va vouloir prendre ou reprendre toute une série de bâtiments à un mouvement étudiant qui ne peut plus le gérer, qui n'a plus les rapports de force pour le gérer. Bon, voilà, c'était un peu, mais c'est en même temps des questions pour approfondir dans les sources. Il faudrait voir Delpy. Je ne sais pas si tu as vu Jacques Delpy, qui lui était dans les années 50 à Toulouse. Ben, je te donnerai parce que lui, par contre, en plus en tant que juriste, il doit avoir peut-être des éléments de. Est-ce qu'on ne fait pas peut-être un tour table, oui. Si vous avez des questions comme ça, après voilà. on vous laisse répondre. Voilà, c'est mieux. Voilà. Il y a un environnement social, politique et autres. On peut l'impression que sur les marottes et les obsessions, mais il y a aussi quelque chose qui est propre à l'organisation elle-même. Bon, pour ceux qui éventuellement spécialistes dans la table. C'est simplement quand j'ai lu la référence au Marat, là je me suis dit, oui, évidemment, c'est une SE validée. Ouais, du coup, moi j'ai pas mal de questions. Vas-y. Ouais, donc moi j'ai pas mal de questions pour vous deux. Je vais commencer par Pauline, on va faire un peu dans l'ordre. Oui, du coup, sur ce qu'a dit Roby là sur la Seconde Guerre mondiale, c'est assez drôle parce qu'en fait, cette rumeur, elle est dans toutes les AGE de l'UNEF, en fait. L'UNEF était collabo, etc. C'est vrai, mais c'est pas vrai, et c'est surtout pas vrai, en fait. D'ailleurs, c'est très difficile parce qu'il y a plus d'archives quasiment sur cette période, on a très peu. Moi, j'ai travaillé sur Clermont-Ferrand, là, et en fait, il y a des petites choses qui ressortent, et notamment sur la question du local. Ce qui est assez intriguant, c'est que, par exemple, moi, à Clermont-Ferrand, cette problématique des locaux, elle remonte à 1888. Et elle est récurrente. Dire que pour pouvoir construire l'organisation, il faut un endroit où se réunir. Et en fait, au début, ça va être des locaux qui vont être loués. Des locaux privés, en fait, par exemple la cave d'un bar ou l'étage, l'appartement au-dessus d'un café, et avec cette demande, qui est une demande nationale, hein, à partir des années 20, où l'UNEF, en fait, demande des locaux, des maisons d'étudiants. Et en fait, par exemple, à Clermont, c'est un peu, à quelques années près, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que depuis les années 20, l'UNEF demande à avoir une maison de l'étudiant, en fait, qui appartiendrait à l'université, qui soit prêtée. Et en fait, elle existe qu'en 46 ou 47, où ils emménagent. Et c'est le même système, c'est-à-dire que c'est
l'université, pour se développer, en fait, elle rachète des biens dans le quartier et elle met à disposition une maison. Et de la même manière, pourquoi ce local disparaît? Et ben en fait, on ne sait pas vraiment. Parce que autant j'ai réussi à trouver, on peut en discuter après, mais des archives sur l'octroi de ce bâtiment. Par contre, sur pourquoi ils le perdent, c'est beaucoup plus flou. Moi, l'hypothèse que j'aurais par rapport à ça, c'est est-ce que aussi tu dis que voilà, ils l'occupent de moins en moins, le deuxième étage est pourri, puis le premier étage aussi. Est-ce que finalement ils le perdent pas malgré eux parce que bah, ils sont présents, c'est ce que tu disais un peu, ils sont présents sur les autres sites, et puis peut-être qu'en fait ils l'occupent plus depuis des années, et en fait c'est aussi pour ça que ils se rendent même pas vrai. Enfin, et du coup c'est pas une histoire glorieuse non plus à raconter. Peut-être pour ça que personne ne peut raconter cette histoire, quoi, finalement. Et oui, et du coup je refais un retour en arrière sur le développement un peu de ces locaux, notamment pourquoi dans les années, enfin dans les hypothèses, hein, pourquoi dans les années 40 ces MDE aussi implosent, hein, enfin en tout cas à Clermont, à Toulouse, mais aussi parce qu'en fait la situation de la Seconde Guerre mondiale et les étudiants qui sont appelés au front, etc. En tout cas à Clermont, il faudrait voir à Toulouse, mais à Clermont, il y a l'embauche en fait de salariés, notamment d'un secrétariat rémunéré, pour justement gérer la correspondance avec les étudiants au front. Et donc, forcément, il y a une nécessité d'avoir un endroit, on va dire, correct pour gérer tout ça. Donc, certainement qu'il y a un lien, en fait, entre ce développement du syndicat à ce moment-là et la possibilité d'avoir ces locaux. Après, voilà, peut-être pas. Les œuvres. Oui, il y a les œuvres aussi. C'est le nef et les œuvres, les deux. Et du coup, pour ton papier, Victor, moi, j'ai pas mal de questions sur à la fois les trajectoires, en fait, mais les trajectoires, en fait, la sociologie de ces étudiants qui se mobilisent, en fait. Alors, je sais pas si, parce que tous déjà, est-ce que tu sais, est-ce que tous se mobilisent? Est-ce que finalement, c'est une minorité active? Est-ce qu'ils ont une sociologie spécifique qui expliquerait aussi, en fait, qu'ils restent pas dans l'état après? Familial, je sais pas, voilà, est-ce qu'ils sont spécifiques par ailleurs, ces étudiants-là qui se mobilisent? Pourquoi aussi finalement ce choix de ce répertoire d'action-là, de la grève de la faim? Est-ce que c'est le seul qui est possible? Et en même temps, ce que tu dis, c'est qu'ils l'ont mené très loin, donc c'est-à-dire qu'ils se mettent quand même en danger par cette modalité d'action-là. Est-ce que c'est parce que c'est des choses qui avaient été expérimentées par ailleurs à d'autres moments? Et donc, en fait, finalement, on a une continuité dans l'usage de ce répertoire. Voilà. Aussi, est-ce que au moment de la mobilisation, là, tu parles du communiqué de presse, mais est-ce qu'il y avait des contacts avec d'autres étudiants dans d'autres écoles? Voilà, est-ce qu'ils étaient un peu coupés du monde et ils ont fait leur mobilisation, entre guillemets, dans leur coin, ou est-ce qu'il y avait des liens qui existaient? Alors, ils étaient peut-être pas très forts, mais voilà, ou est-ce que tout passait par voie de presse? Et dernière question, c'est plus quand tu parlais justement là, de la question de, bon, c'est des locaux étudiants, pas des locaux étudiants. En fait, est-ce que le Palais de Taurine, on peut pas le voir aussi comme un local étudiant, parce qu'il y a cette histoire des dortoirs, en fait? Déjà, est-ce que c'est singulier ou pas? Je ne suis pas spécialiste de l'organisation des études en Russie, mais est-ce que c'est singulier d'avoir des gens qui vivent sur place? Et du coup, s'il y a un dortoir, forcément, finalement, il y a une forme de vie étudiante forcément qui se développe. C'est pas juste un lieu d'études, c'est aussi un lieu de vie. Est-ce que par ailleurs, dans ce groupe étudiant, est-ce que en dehors de cette période de mobilisation, il y a une vie étudiante qui existe, je sais pas moi, du sport, est-ce qu'ils font des choses des trucs culturels, de films, du théâtre, enfin voilà, un peu comme finalement ce que fait l'UNEF à faire les surbooms du dimanche soir dans la cave, mais qui en même temps avait aussi des pratiques culturelles très légitimes, le club de jazz, diffusion de musique classique, enfin voilà, est-ce que c'est des choses qui existent? Et voilà, j'ai fait le tour. Désolée, c'était un peu long. Non, non. Donc, dans le sens inverse. Ah, c'est moi qui commence. Ouais, D'accord. souvent, enfin, c'est comme vous voulez. Alors, pour ce qui est de la question, sur le financement d'abord, bon, moi j'en ai déjà un peu parlé, mais bon, de ce que je pourrais rajouter, d'abord, c'est que
et ça fait lien un peu avec le répertoire d'action, c'est quand même beaucoup, le recours à beaucoup d'actions qui coûtent pas beaucoup d'argent, mais qui, enfin, je pense que c'est aussi là que je vois cette mise en danger. Un recours à répertoire d'action euh, qui va plutôt mobiliser des ressources personnelles mises au service de la mobilisation, qui sont plutôt des ressources, par exemple, liées à l'entre-gens, le fait de réussir à faire un communiqué de presse, ou des ressources liées à leur trajectoire professionnelle, parce qu'aussi c'est un public particulier, parce que ce sont des gens qui sont déjà, pour certains, qui travaillent déjà à côté, mais je veux dire dans la valorisation des savoirs qu'ils sont en train d'acquérir. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que je disais sur les polytechnologues, j'y reviendrai quand je parlerai de la trajectoire, mais il y en a certains qui travaillent déjà, en fait, polytechnologues, j'aurais dû dire, en fait, c'est, on dirait spin doctor ou je sais pas, consultant, quoi, voilà, consultant. Et ils travaillent déjà dans cette paysage démocratique qui se développe au service de candidats locaux qui se présentent pour les élections, etc. Et donc, ceux avec qui je me suis entretenu d'ailleurs, et ça c'est toute la limite de mon échantillon, si j'ai pu les retrouver, c'est parce qu'ils ont aussi une existence publique, je veux dire, parce qu'ils assurent leur propre publicité, donc j'ai réussi à les retrouver comme ça. Donc, est-ce qu'ils sont représentatifs? J'en ai aucune idée, probablement pas, il n'y a aucune raison. Mais voilà, du coup, bon. Et quand même sur la question des financements aussi, on peut parler du fait qu'ils sont en tout cas, parce qu'ils travaillent à côté, parce qu'ils étaient auditeurs et qu'ils ne tiraient pas leurs revenus en fait de là, ils sont beaucoup moins empêchés effectivement que les enseignants, qui dans certains cas ne sont plus payés. Et où là, il y a la mise en place de ce que Carol Sigman a appelé les communautés de débrouillardise dans les années 90, dans les établissements d'enseignement supérieur en Russie, où là, c'est vraiment... en fait, la plupart des enseignants tirent la majorité de leurs revenus, non plus de leurs revenus officiels distribués par l'établissement s'il existe encore, mais ils vont mettre à profit des ressources, par exemple, de l'institution, mais pour des profits privés, c'est-à-dire ils vont faire des cours particuliers dans les locaux, ils vont... voilà, c'est vraiment... pour ce qui est de l'utilisation actuelle du palais de Tauride, j'ai pas été assez clair, mais en fait, l'Assemblée interparlementaire des pays de la communauté des États indépendants y est toujours installée. Donc, voilà à quoi sert le palais de Tauride. Il y a par ailleurs d'autres institutions, mais voilà, il est tombé dans l'escarcelle, en tout cas local. Et il est depuis, enfin, tout à fait étranger à l'établissement, j'ai plus l'image, à l'établissement héritier, qui est la filiale de l'Académie présidentielle à Saint-Pétersbourg et qui donc garde une marque de ça, à savoir qu'elle est sur 4 sites différents aux 4 coins de Saint-Pétersbourg. Parce qu'elle n'a jamais trouvé des locaux équivalents. Bon, ça, c'est quelque chose dont j'aurais pu parler aussi, mais en gros, il était prévu à un moment, le pouvoir fédéral, la commission qui était venue avait suggéré un règlement du conflit en disant que le centre de cadre devrait retrouver des locaux équivalents, et comme le disent les acteurs, qu'est-ce qui est équivalent à un palais, quoi. Et là, j'en reviens à ta question aussi sur les lieux d'études. Effectivement, j'ai peut-être pas été assez clair, c'est un lieu de vie aussi, en plus d'un lieu d'études. Et ça, c'est l'héritage des écoles du parti. Puisque, alors, moi, c'est pas forcément, j'en suis pas certain, mais certains auteurs de la littérature parlent des écoles du parti comme des institutions totales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était des institutions qui n'étaient pas que des lieux d'études, c'était aussi des lieux de vie. Il y avait bien sûr des clubs de sport, des clubs culturels. Et puis, c'est un endroit où on cultivait aussi un entre-soi élitaire. Donc, on avait tout intérêt à s'impliquer, où on formait quand même pour le dire vite, des leaders qui s'illustraient donc dans toutes les activités qui étaient proposées. Donc, un lieu de vie, mais seulement peut-être à la différence, il me semble, c'est que là, tout était institutionnalisé, c'est-à-dire que c'était la marque de fabrique de l'institution, si je puis dire rapidement. Donc sport, enfin tout ça, oui, il y avait par exemple l'enseignante qui me parlait de ça aussi, il y avait des cours de tennis, bon voilà, toutes ces choses-là qui sont des choses assez exceptionnelles. Pour ce qui est de la question de la propriété sociale des moyens de production intellectuelle, bah c'est une question qui renvoie en fait à la trame de fond de cette histoire, puisque je voulais pas m'étendre dessus, mais pour vous expliquer un peu, si jamais vous n'en avez pas connaissance, en gros, évidemment, ça communique avec ce qui se joue à ce moment-là dans le passage à l'économie de marché. Et donc 91-93, qui sont les bornes de cette mobilisation. Avant cela, dès 90, il y a les premières politiques économiques, les grandes réformes économiques, notamment le programme des 500 jours qui vise, donc comme son nom l'indique, à passer au capitalisme en 500 jours par des libéraux réformateurs qui sont convaincus que, en gros, plus on va vite, mieux on y arrivera. Et aussi à ce moment-là, avec une croyance très forte dans le paradigme de la transition, que c'est le passage à l'économie de marché qui permettra de faire advenir aussi une société démocratique. Donc, et ça marque énormément ce moment-là. Programme des 500 jours. Et après ça, la thérapie de choc.
qui est lancé dès 91 par une autre équipe, parce que le programme des 500 jours, on est encore avec les conseillers économiques de Gorbatchev d'une part et Yeltsin d'autre part. La thérapie de choc, c'est le ministre des Finances de Boris Yeltsin notamment. Et là, la thérapie de choc, là aussi, comme son nom l'indique, c'est l'idée de rendre. En fait, il y a notamment par une politique de privatisation par bon, je rentre pas dans les détails, mais l'objectif de rendre en fait chaque Russe, chaque citoyen propriétaire d'une petite partie des moyens de production qui auparavant étaient socialisés. Évidemment avec tout un tas d'échecs qui ont été bien documentés, mais tout ça pour dire que donc à ce moment-là, il y a aussi un contexte qui crée cet espace, effectivement une ouverture de l'espace politique, mais aussi de cet espace qui donne lieu au déploiement de tout un tas de stratégies, de captation, de prédation des ressources. Et c'est là-dedans que ça intervient. Donc, oui, la question de la propriété sociale de ces lieux est fondamentale. Et puis, pour répondre à la dernière question sur les trajectoires, et les acteurs. D'abord, ce que ça représente, moi, je disais j'estime à environ une centaine d'auditeurs sur les 300 au total que compte l'Institut, sachant que c'est une estimation basée sur des témoignages que j'ai recoupés. Il n'y a aucun moyen de compter autrement. J'ai pas de source du tout quantitative, etc. Donc c'est vraiment impressionniste comme matériau. Parce que dans les archives, j'ai jamais aucun nombre, si ce n'est les quelques déclarations du collectif qui se déclarent être tant. Moi je prends au sérieux mes acteurs, c'est tout ce que je peux faire, parce que sinon je sais pas par quel chiffre je peux remplacer ça. Et puis par contre sur les trajectoires, j'ai pu travailler avec quelques-uns, mais là aussi un nombre réduit sur leur trajectoire. Et parce que tu parlais des trajectoires pour oui, voilà, de manière. Alors, sans savoir si c'est représentatif, mais de manière assez peu surprenante, ce sont des membres qui étaient particulièrement intégrés, impliqués et acteurs. Il y en a même un, c'était vraiment le bon, qui a vraiment la figure de l'apparatchik ou de l'oblat, c'est-à-dire qui vraiment qui explique longuement qu'il doit tout à l'institution et donc qui est disposé à être très fortement dévoué et il croit à cette institution qui veut sauver, etc. Et de toute façon, et un autre, par exemple, auquel je pense, qui était aussi représentant des étudiants, etc., des auditeurs dans le centre de cadre. Donc, dans les deux cas, ce sont des gens qui ont été socialisés par la mobilisation, mais qui ont apporté des ressources militantes, plutôt des ressources politiques, on va dire, militantes liées aux institutions de formation du parti, dans la mobilisation. Je vais en rester là parce que sinon je vais prendre toute la place. Désolé. J'espère que j'ai répondu à tout. Enfin, au moins, essayer de répondre à toutes les questions. J'en ai pas éludé. Non, mais j'aimerais bien. Je vais essayer aussi de répondre assez rapidement à toutes. Sur la question du financement, beaucoup l'ont abordé. Alors, contrairement à ce que j'avais imaginé avant de faire les entretiens, c'est pas du tout une question qui a été éludée par les différents militants. Alors après, encore une fois, selon ce qu'il me dit, je ne suis pas allée vérifier les budgets de la JET à cette époque-là. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il fonctionnait quasi exclusivement sur fonds propres, qui était dû justement au restaurant universitaire au Clos Normand, qui fonctionnait très bien, au service des polycopiers et à la COP. Et qu'en fait, c'est aussi la fermeture de ces lieux les uns après les autres qui a entraîné des dettes extrêmement importantes pour la JET et qui donc n'a pas pu faire face financièrement et donc conserver les salariés qu'elle avait au 15 rue des Lois qui permettaient de l'occuper, y compris sans la présence des militants. Et petit à petit, qui a entraîné la fermeture de tous ces services autres. Après, sur la question de savoir si le fait d'ouvrir... j'ai bien compris, tous ces services, en quelque sorte, ça a joué sur les financements. Je ne garantis pas à 100% parce que c'est pas mon sujet de recherche, mais il me semble que cette branche de l'UNEF, en tout cas, a défendu très tôt le fait d'être aussi un syndicat dit de service et de proposer partout où elle existait, en tout cas, un certain nombre de services aux étudiants et que ça a pu être des débats, en tout cas, entre les deux UNEF à l'époque, mais que eux le revendiquent vraiment comme un choix politique d'avoir une activité syndicale de campagne, etc., mais aussi de proposer des services. Et ceux qui étaient proposés au 15 rue des Lois étaient reproduits sur l'ensemble des sites où
où ils existaient. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour eux qui est extrêmement important. Et après, ils m'ont dit faire quelques demandes de subventions, par exemple sur des grosses soirées étudiantes de rentrée, sur des festivals qu'ils pouvaient faire. Il y avait des demandes de subventions qui étaient faites aux universités. Et une autre source de financement, mais qui pareil était assez minime, c'était alors notamment parce que je posais la question du fait si le 15 rue des Lois et son emplacement permettaient d'avoir un lien plus important avec les syndicats professionnels, puisque la Bourse du Travail se situe juste à côté. Et en fait, pas forcément sur le plan syndical, mais par contre, beaucoup de demandes de subventions étaient faites aux syndicats professionnels et les enseignants finançaient, notamment, ils m'ont dit très clairement que les principaux rapports qu'ils avaient avec les enseignants, c'était quand ils venaient manger au Clos Normand et quand ils leur demandaient de l'argent pour financer les activités de la GED. Donc, on avait cette forme de financement-là et des dons qui étaient faits par les anciens au moment des congrès, notamment. Donc, c'est en gros les formes de financement qu'ils ont évoquées. Sur la question du loyer, aucun ne l'a évoqué. Donc, je pense pas qu'ils payaient un loyer, honnêtement. Ça n'a été abordé par aucun des anciens militants et je pense que c'est un local qui a été mis à disposition sans. Mais je pourrais pas l'assurer. C'est l'État. C'est l'État, le propriétaire. Alors, tous m'ont cité le Crous et le rectorat, mais ça, pour le coup, j'ai pu le vérifier, c'est l'État qui est propriétaire de ce bâtiment et qui l'affecte au fur et à différents. C'est toujours l'État. Là, il est affecté au service des au service des bibliothèques de l'Université de Toulouse, mais c'est toujours l'État qui en est propriétaire. Sur le bâtiment aujourd'hui, alors, de manière très honnête, je pense qu'aucune organisation étudiante n'est assez forte aujourd'hui sur Toulouse pour revendiquer le local du 15 rue des Lois actuellement. Alors moi, j'ai essayé de me renseigner justement en préparant ça un peu sur aujourd'hui où l'UNEF avait des locaux en fait à Toulouse tout simplement. Alors tous les locaux dans les IUT ont été perdus, le local en médecine a été perdu et je me suis concentrée sur les 3 principales universités. Donc sur l'université de droit, le local a été perdu et peut-être en phase d'être retrouvé, mais en tout cas, actuellement, l'UNEF n'a pas de local sur l'Université Toulouse 1. Elle a un local l'Université Jean Jaurès, l'Université du Mirail, et le local de l'Université Paul Sabatier, donc l'Université Sciences, Médecine, STAPS, a été perdu également par l'UNEF. Donc, je pense que franchement, c'est pas un de leurs objectifs aujourd'hui de récupérer le 15 rue des Lois et il me paraît très peu probable que ce soit un objectif dans les prochaines années. Par contre, quand j'en discutais avec l'ancienne présidente de l'Université fédérale, il y a un réel objectif à le maintenir comme bâtiment universitaire. Mais ça, c'est plus global à Toulouse où en fait, tous les bâtiments du centre-ville qui ont eu une vocation universitaire sont en train d'être repris pour recréer le centre universitaire historique de Toulouse. Donc, on a par exemple l'ancien institut de chimie qui va devenir la Cité internationale des chercheurs. L'ancienne faculté des sciences, elle est aujourd'hui le siège de l'Université fédérale. L'ancienne faculté de droit, elle appartient toujours, elle était à l'IEP. Aujourd'hui, elle va être remise à l'Université de droit. Donc, on a vraiment ce maintien-là. Donc, je ne pense pas que l'université perdra le 15 rue des Lois. Et après, sur là, ce que j'ai pas précisé, c'est évidemment la branche communiste de l'UNEF qui était à Toulouse sur toute la période, d'ailleurs, même pour les plus anciens. Et ce qui est assez marrant dans les entretiens, c'est que jamais c'est dit comme ça. C'est-à-dire qu'aucun ne m'a dit oui, c'était la branche communiste de l'UNEF. Et quand on leur pose la question, ils disent non, on n'avait pas certains disent carrément on n'avait pas de lien spécifique. Mais par contre, tous abordent le fait qu'à l'ensemble des soirées du 15, il y avait les jeunesses communistes qui étaient invitées, les étudiants communistes qui étaient là, et que c'était les principaux liens qu'ils avaient avec les autres organisations étudiantes de manière tout à fait naturelle. Et la plupart, d'ailleurs, ont soit commencé, soit terminé chez les étudiants communistes ou les jeunesses communistes avant d'atterrir à la JET. Donc ça, par contre, on le voit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart sont... Dans ceux que j'ai interrogés, il y a beaucoup de militants, d'élus du PCF qui sont passés par la JET. Et après, alors sur les autres questions, sur la question des locaux, alors moi j'ai 1941 effectivement, c'est la date que j'ai trouvée. Après, la JET effectivement apparaît dès la fin du 19e siècle et il y a une maison des étudiantes. Alors, c'est pas un sujet que je connais extrêmement bien parce que moi, c'est pas des bâtiments qui font partie de mon sujet de thèse, mais j'ai vu passer une maison des étudiantes dès 1920
qui regroupe, pareil, un certain nombre d'associations étudiantes. Donc, je ne sais pas exactement où se situaient ces locaux, comment ils ont été faits, mais en tout cas, c'est sûr que la question s'est posée bien avant 1941. Mais il y avait, en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'il n'y avait aucune place dans les facultés. Et donc, d'autres locaux ont été cherchés en centre-ville assez proche, puisque dans les facultés, c'est pas possible, il n'y avait même pas de place pour les salles de cours. Et après, sur la question de la propriété sociale des bâtiments, je pense que j'en ai beaucoup parlé dans l'intervention, mais c'est quelque chose qui ressort des entretiens et vraiment tous, quelle que soit leur place dans la JET à ce moment-là, disaient personne ne s'est jamais posé la question en tant que militant de notre propriété sur ce local, mais personne n'est venu nous la poser. Les militants jusque 1995, ils n'ont jamais vu, y compris les responsables de la JET, un rendez-vous avec le Crous, avec le rectorat, avec n'importe qui, pour leur demander un papier ou leur demander un justificatif. Ça n'est jamais arrivé. En tout cas, eux disent n'avoir jamais eu personne de l'université ou du Crous qui est venu les voir en leur disant comment vous êtes ici, quels sont vos droits ici, etc. Tant qu'il y avait des gens dans le local et que le local fonctionnait, cette question ne s'est pas posée. Et c'est pour ça qu'effectivement, la perte, elle se fait aussi sur un manque d'occupation. Ça, les militants le reconnaissent. Mais pour eux, ce manque d'occupation n'est pas dû à une faiblesse de la JET, mais à la dégradation du local parce qu'il n'y a pas eu les travaux, parce que tout ça. Et il y en a peut-être un ou deux qui ont reconnu qu'ils avaient moins de militants, moins d'élus, et donc forcément, ils ne pouvaient pas couvrir partout, mais c'est vraiment très rare. Pour la plupart, le 15 serait resté le 15 si les travaux avaient été faits. Et il donne comme exemple le fait qu'effectivement, dès que le local a été fermé et a été repris à la JET, les travaux ont été faits. Dans les mois qui ont suivi, tous les travaux ont été faits. Et aujourd'hui, quand on voit les photos du bâtiment, c'est un bâtiment qui est en très bon état, qui n'a pas vocation à être détruit. C'est un bâtiment en très bon état à 3 minutes à pied du Capitole. Donc, voilà. Et juste un petit point sur les archives, parce que les militants les anciens militants en ont beaucoup parlé. Les archives ont toutes été conservées. En fait, au 15 rue des Lois, il y avait une salle spécifique qui était surveillée par les militants pour justement que les archives soient conservées. Et en fait, elles ont été perdues au moment du déménagement, confiées à des anciens militants et perdues à ce moment-là. Pour ce qui a été dit. Je suis en train de ramasser. Et il y a une partie, on a fini. Il y a une partie qui a été retrouvée, un peu plus ancienne, quasiment dans une poubelle. Quelqu'un qui a réussi à sauver une Là, l'université Paul Sabatier, on a une partie parce que le local de la JET a été récupéré il y a seulement 2 ans à l'université Paul Sabatier, et donc ils en ont eu toute une partie, mais personne ne leur a répondu quand ils ont demandé où mettre. Alors ils n'ont pas dû demander à grand monde, mais ils m'ont dit personne n'a répondu, donc ils en ont détruit une partie et l'autre partie est toujours au service communication de l'université Paul Sabatier. Merci à vous. Merci. Ouais.